Bonjour à tous. Bienvenue pour ce séminaire Ad Systemix, donc la suite du cycle, à peu près toujours un séminaire par mois. On a la chance aujourd'hui d'accueillir Antoine Rozy. Antoine Rozy est professeur central Supélec, mais depuis 2 ans à d'autres actions dans d'autres pays, en particulier en Norvège, puisqu'il a des fonctions à l'université à Trondheim. Il pourra peut-être nous dire un mot de ce qu'il fait là-bas. Je pense que c'est en continuité de ce qu'il a déjà entamé comme carrière en France, en particulier sur l'ingénierie système. Il dirige la chaire Blériot-Fabre avec Safran, avec Centrale Supélec bien sûr, et avec d'autres acteurs du plateau de Saclay, dont l'IRT Systemix. Je crois qu'Antoine connaît bien l'IRT avant même que j'y sois moi-même nommé. Et donc je suis très heureux de l'accueillir pour lui passer la parole sur cette présentation de ses derniers travaux sur l'ingénierie système. Okay. Merci beaucoup. Désolé pour le retard, j'avais compris que c'était 11 h l'horaire. Donc voilà, je suis arrivé un peu... Bon, alors ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est finalement d'ouvrir une discussion sur les liens entre le Model-Based System Engineering et puis le Model-Based Safety Assessment, c'est-à-dire la sûreté de fonctionnement dirigée par les modèles et l'ingénierie système dirigée par les modèles. Donc je vais essayer de faire ça. Et pour faire ça, je vais vous présenter 6 thèses. Alors c'est des thèses à comprendre au sens philosophique du terme. C'est-à-dire, vous allez voir, c'est des phrases très courtes qui résument en gros une prise de position scientifique, mais qui sont appuyées par tout un tas d'hypothèses, d'expériences, de théories, etc. D'accord ? Donc, et bien sûr, ces thèses ne sont pas des vérités absolues, mais ont pour objectif, encore une fois, d'ouvrir la discussion sur ces sujets, la discussion, le débat scientifique sur ces sujets. Donc voilà, c'est ça l'objectif d'aujourd'hui. Peut-être je vais, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter un peu plus. Donc bon, alors, comme l'a dit Patrice, je m'appelle Antoine Rozy. Je suis actuellement professeur à NTNU, l'Université des sciences et technologies de Norvège, est basée à Trondheim, et aussi directeur de la chaire Blériot-Fabre à Centrale Supélec, chaire qui est financée par le groupe Safran. Et en fait, dans ma carrière, j'ai fait des allers-retours entre, disons, le monde académique et le monde industriel. Voilà, j'ai un parcours un peu comme ça, fait d'allers-retours. J'ai commencé ma carrière en informatique, donc j'ai fait de l'informatique, une thèse en informatique théorique, etc. J'ai été chercheur au CNRS dans ce domaine-là, et puis après, je me suis intéressé à la sûreté de fonctionnement. J'ai créé une start-up dans le domaine, ensuite je suis allé chez Dassault Systèmes où j'ai dirigé pendant quelques années le département R&D d'ingénierie système. Puis je suis revenu dans le monde académique, d'abord comme prof à Polytechnique, puis à Centrale Supélec. Et puis, voilà, maintenant je suis en Norvège, histoire de varier les plaisirs. Ok, donc je vais revenir à mes thèses et à mon sujet d'aujourd'hui, qui est donc le lien entre, disons, ou plutôt une discussion sur le Model-Based Systems Engineering en général, et en particulier les liens entre ce qu'on appelle, de manière un peu plus restreinte, le Model-Based System Engineering, mais qui devrait s'appeler Model-Based System Architecture, et puis le Model-Based Safety Assessment, c'est-à-dire la sûreté de fonctionnement dirigée par les modèles. OK. Il y a une chose sur laquelle je pense qu'on est tous d'accord, c'est qu'on est aujourd'hui définitivement entré dans l'ère du Model-Based. Il n'y a pas un seul système industriel qui est conçu, opéré, voire démantelé, sans des dizaines, voire des centaines de modèles. On utilise des modèles pour absolument tout, et il y a des tas de raisons à ça, en particulier parce que modéliser, c'est une façon de maîtriser la complexité. Donc des modèles, il y en a plein. Si vous regardez
un moteur d'avion comme celui-là, c'est une photo du moteur de dernière génération de Safran, de Snecma. Le nombre de modèles qu'il faut pour créer, enfin pour concevoir et opérer ce genre de système est absolument gigantesque. Ça se compte en centaines de modèles, voire en milliers de modèles. Et donc ma conviction profonde, mais je pense que vous la partagez dans une large mesure, c'est que la science qui est en train d'émerger, la science des systèmes complexes qui est en train d'émerger, c'est d'abord et avant tout une science des modèles. Ou pour le dire autrement, il est largement temps de prendre les modèles au sérieux et d'en faire un objet d'étude scientifique. Exactement comme l'informatique, une des missions que se donne l'informatique, c'est de faire des programmes d'ordinateur, un objet d'étude scientifique. Et c'est ça que j'essaye de faire dans mon groupe de recherche. Alors modestement, hein, évidemment, je ne me donne pas d'ambition démesurée, mais c'est ça que j'essaye de faire modestement dans mon groupe de recherche, à la fois ici à Saclay et puis à NTNU, c'est-à-dire de vraiment d'essayer de prendre les modèles comme des citoyens de première zone et d'en faire un objet d'étude, avec deux domaines d'application particuliers, parce que bon, on ne peut pas tout faire, qui sont, comme je vous l'ai dit, l'architecture système et la sûreté de fonctionnement. Voilà. Donc c'est ça, fondamentalement, l'idée, et c'est ça la discussion que je voudrais ouvrir avec vous, la discussion scientifique que je voudrais ouvrir avec vous aujourd'hui. Alors là, surgit une première difficulté, quand on essaye de faire ça, c'est de définir exactement ce que c'est un modèle. Parce qu'un programme d'ordinateur, tout le monde voit à peu près ce que c'est. Alors bien sûr, il y a 40 000 langages pour écrire des programmes d'ordinateur, hein, vous en connaissez sans doute tous un certain nombre. Pour définir ce que c'est un modèle, c'est plus compliqué, parce que quand vous parlez de modèle aux gens, et même à des collègues scientifiques hein, ou ingénieurs, chacun a sa propre définition de ce qu'est un modèle. Alors, pour certains, un modèle, c'est un modèle cognitif, ce qu'on appelle un modèle cognitif. Pour d'autres, c'est un ensemble d'équations mathématiques. C'est un modèle d'un système. Pour d'autres, c'est une représentation graphique. Pour d'autres, c'est du code. Bon, alors, il y a tout un tas de définitions de ce que c'est qu'un modèle. Alors, je ne prétends pas donner la définition de ce que c'est qu'un modèle, parce que, encore une fois, c'est un objet, il y a plusieurs sens au terme modèle. Mais les modèles auxquels nous, on s'intéresse dans mon équipe, en gros, c'est des modèles qui peuvent être créés, et puis modifiés, et puis utilisés à l'aide de logiciels faits pour ça dans des ordinateurs. D'accord ? Donc, c'est vraiment cette notion de computerized model qui est vraiment un modèle que l'on peut faire dans un ordinateur. Alors, ça inclut ça, que le modèle, c'est un objet qu'on va mettre dans l'ordinateur, c'est un objet mathématique qu'on va mettre dans l'ordinateur, et puis qu'on va éventuellement représenter graphiquement. Et je discuterai sur le lien entre ces deux choses plus tard. Donc voilà, c'est de ça. Donc je ne vais pas parler aujourd'hui de modèles mathématiques, typiquement, ou encore moins de modèles cognitifs. D'accord ? Donc c'est vraiment ce type de modèle-là qui m'intéresse, et c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que l'activité de modélisation, prise à ce sens-là, soit la plus efficace possible. Avec une première remarque importante, c'est que un modèle, c'est toujours une vue partielle et partiale du système qu'on étudie. Forcément, un modèle, il est intéressant parce qu'il abstrait le système qu'on étudie, et l'abstraction qu'on fait du système qu'on étudie, elle est pertinente vis-à-vis des objectifs qu'on s'est fixés. Un modèle, alors encore une fois, un modèle, c'est une abstraction. Vous savez, il y a toujours cette métaphore du modèle comme une carte. Okay, on dit le modèle, c'est une carte du système. Comme vous avez une carte du métro de Paris, c'est une abstraction de Paris. Le modèle, c'est une abstraction du système. Et si vous filez la métaphore, il est bien clair que la carte du métro de Paris, si elle contenait, par exemple,
le degré de pluviométrie dans les différents arrondissements de Paris, ça serait une information totalement inutile, qui viendrait surcharger l'information réelle de la carte du métro de Paris, qui est de vous donner les noms des stations et les différentes lignes. Bien, donc les modèles, encore une fois, c'est des outils de travail qu'on utilise pour spécifier, opérer, etc., les systèmes, et c'est ces modèles-là qui m'intéressent. Alors, suivant ce que j'ai dit, ce qu'il faut bien comprendre, c'est encore une fois qu'un modèle, ça a toujours un objectif bien déterminé. Et cet objectif, on ne fait pas des modèles pour s'amuser, on fait des modèles pour réaliser des expériences virtuelles sur le système qu'on étudie. Et trop souvent dans la littérature du model-based system engineering au sens large, on considère que les modèles. Or en fait, il est fondamental de considérer à la fois les modèles et les expériences qu'on va faire sur les modèles. On ne peut pas distinguer les deux. Un modèle, il est pertinent que par les expériences qu'on fait à l'aide du modèle. D'accord ? Alors, évidemment, sur un système donné, on peut vouloir faire plein d'expériences différentes. Alors, quand je parle d'expériences virtuelles, ici, ça peut être du brainstorming, comme ça peut être des calculs très compliqués, faits sur ordinateur. Hein. Une expérience virtuelle, ici, c'est à prendre un sens très large. Mais quoi qu'il en soit, quand on conçoit un modèle, c'est toujours dans un but particulier, et ce but particulier, c'est de réaliser... Alors, le moyen d'atteindre ce but particulier, c'est de réaliser des expériences virtuelles. C'est pour ça, par exemple, qu'on voit souvent dans les conférences sur les systèmes complexes ou des choses comme ça, des gens qui arrivent en disant une molécule, c'est complexe, mais un Airbus, c'est juste compliqué. D'accord ? Je pense qu'il n'y a rien de plus stupide que ce genre d'affirmation. Et pourquoi c'est stupide ? C'est parce que, bien sûr, si on considère le modèle d'une molécule, ou d'une molécule un peu complexe, hein, c'est sans doute beaucoup plus compliqué que les modèles qu'on va trouver quand on réalise un Airbus. Mais cela dit, après, les expériences virtuelles qu'on fait sur les modèles, les modèles qu'on fait en ingénierie système, elles sont extrêmement coûteuses en termes de calcul, et elles sont extrêmement complexes. Okay, donc, si on se contente de regarder le modèle, on loupe une grosse partie du sujet. Encore une fois, j'insiste, le modèle doit toujours être considéré avec les expériences virtuelles qu'on réalise dessus. Expériences virtuelles prises à un sens large. Donc là, c'est pour le fun, hein, j'ai mis un problème classique de réservoir qui déborde. On peut le voir de plein de points de vue. On peut attaquer les problèmes soulevés par ce système de plein de points de vue différents. Et à chacun de ces points de vue va correspondre un type de modèle particulier et un type d'expérience virtuelle réalisée sur ces modèles particuliers. Et donc j'arrive à ma première thèse scientifique, c'est que cette thèse, elle dit que la diversité des modèles est irréductible. Alors je veux qu'elle soit bien comprise. C'est-à-dire que ça dit quoi? Ça dit qu'en fait, c'est pas possible d'avoir un modèle unique d'un système. C'est juste pas possible. On a forcément, compte tenu du fait qu'on a différents points de vue sur le système et qu'à chaque point de vue correspond un ensemble d'objectifs et d'expériences virtuelles associées, on a forcément, quand on étudie un système, toute une panoplie de modèles et que cette panoplie de modèles, on ne peut pas la ramener à un modèle unique. Okay ? Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et si on veut le traduire en termes moins philosophiques, mais en termes plus mathématiques, il est bien clair que quand vous prenez deux objets mathématiques et que vous les mettez ensemble,
D'accord? Donc, d'un point de vue algébrique, hein, quand vous faites le produit de deux objets d'une classe d'objets, vous obtenez un nouvel objet mathématique, mais cet nouvel objet mathématique, il n'appartient pas forcément à la classe d'objets que vous considérez. Hein, donc, par exemple, alors si on se place en théorie des catégories, vous avez une notion de produit qui est parfaitement définie, mais toutes les catégories n'admettent pas un produit monoïdal ou un tenseur, si vous voulez, qui vous ramène dans la catégorie. Alors, il y a certaines catégories qui le font, mais pas toutes. Et précisément, dans le cadre des modèles, on est dans cette situation, hein, c'est ma conviction en tout cas, où l'ensemble des modèles d'un système ne constitue pas un modèle. Donc ça a des implications, ça paraît très conceptuel comme ça, mais ça a des implications très pratiques. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas du tout qu'il soit possible, encore une fois, d'avoir un modèle unique à partir duquel vous allez dériver tous les modèles de votre système. Ça, c'est pas possible. C'est même pas possible d'avoir un espèce de modèle maître, d'accord, qui pourrait être spécifié en des modèles dérivés qui vous donneraient les différents points de vue sur votre système. La réalité, c'est qu'on doit vivre de manière permanente avec des modèles hétérogènes. Et ça a tout un tas de conséquences pratiques. Alors en particulier, c'est vrai que nos managers et puis les grands éditeurs de logiciels aimeraient bien donner la solution universelle, hein, le système de gestion de tous les modèles qui vous permettrait, à partir d'un modèle de très haut niveau, de dériver vos modèles pour les différentes ingénieries, donc par exemple, à partir d'un modèle d'architecture, dériver les modèles de sûreté de fonctionnement. Je ne crois pas que ça soit possible. Et je ne crois pas que c'est possible pour des raisons mathématiques profondes que j'ai évoquées. Okay, donc ça, c'est une première thèse que je souhaite partager et discuter avec vous. Alors, encore une fois, elle a plein de conséquences pratiques, hein, cette thèse, dont il faut bien se rendre compte. Alors, si je regarde plus particulièrement les modèles qu'on utilise en ingénierie système, encore une fois, et en sûreté de fonctionnement, on peut essayer malgré tout, alors j'ai dit qu'ils étaient irréductibles, mais on peut essayer malgré tout d'en faire une espèce de taxonomie, de les répartir en grandes classes. Et ma conviction aujourd'hui, en regardant les différents modèles qui sont faits chez Safran, chez les grands constructeurs automobiles, etc., c'est que fondamentalement, il y a deux grandes classes de modèles qui servent des propos très différents. Donc il y a une première grande classe de modèles qui sont les modèles qu'on utilise typiquement en architecture système ou en conception logicielle, qui sont essentiellement des modèles faits pour communiquer. C'est-à-dire que les expériences virtuelles qu'on va réaliser dessus, c'est principalement de la discussion entre les parties prenantes. Okay. Et ces modèles, ils sont réalisés dans des formalismes de modélisation, parce que bien sûr, quand je parle de modèles au sens où je l'ai introduit, c'est-à-dire de modèles qu'on met dans un ordinateur, ben, si vous voulez mettre un modèle dans un ordinateur, il faut bien un formalisme de modélisation. Et donc cette première classe de modèles, les formalismes de modélisation qu'on utilise, c'est typiquement des notations standardisées, et en particulier des notations graphiques standardisées. D'accord? Et dans cette classe, évidemment, je pense à UML et SysML, mais d'autres, hein, OPM, AADL et que sais-je encore. Il y a cette première classe de modèles. Donc encore une fois, cette première classe de modèles, son intérêt principal, c'est la communication entre les parties prenantes. Alors, c'est des modèles qui sont souvent appelés semi-formels. Alors,
en réalité, c'est des modèles informels, pour se dire les choses telles quelles. C'est des modèles qui sont informels, mais qui s'appuient sur des notations standardisées. D'accord? Alors, semi-formel, ça fait un peu plus chic qu'informel, mais fondamentalement, il n'en demeure pas moins que ces notations standardisées, elles n'ont pas le même statut mathématique, si vous voulez, que la deuxième grande classe de modèles que je vais introduire maintenant, qui sont essentiellement des modèles faits pour calculer quelque chose. Et donc, dans ces modèles faits pour calculer quelque chose, on trouve tous les modèles qu'on réalise avec des outils comme MATLAB Simulink, Modelica, Altarica, et puis des modèles qui sont aussi utilisés typiquement pour générer du code, comme ce qu'on fait avec Scale ou d'autres logiciels, d'ailleurs avec MATLAB Simulink aussi. On peut générer des contrôleurs. Donc, ces modèles-là, vraiment, ils sont très différents des premiers. Pourquoi ? Parce que ces modèles-là, ils se ramènent à des ensembles d'équations mathématiques. Alors, équations à prendre à un sens large, encore une fois. Alors, typiquement, pour MATLAB Simulink et Modelica, on parle d'équations différentielles ordinaires, enfin un petit peu d'équations algébriques. Pour Altarica, on parle de système de transition gardé. Pour Scale, on parle de machine de Millie. Mais fondamentalement, on peut tout savoir comme la mise dans un ordinateur d'un ensemble d'équations mathématiques. D'accord ? Et évidemment, il y a une différence énorme entre les deux, parce que ici, on écrit les modèles pour faire des calculs, au sens large, hein, ça peut être de la simulation, calculer des indicateurs, ce que vous voulez. Et comme on demande à l'ordinateur de faire des calculs, comme l'expérience virtuelle qu'on va faire sur le modèle, ça consiste à faire des calculs, et bien sûr, il faut tout préciser. Parce que l'ordinateur, lui, il ne comprend pas, il n'a pas d'expérience. Donc il faut vraiment lui donner, ligne à ligne, toutes les équations mathématiques. Ce qui n'est pas du tout le cas dans les modèles qu'on a là, où une large partie de la connaissance peut rester complètement implicite, puisque l'objectif de ces modèles, c'est la discussion entre les parties prenantes, encore une fois. Alors j'en arrive à ma deuxième thèse, qui est importante, et qui est liée finalement à la première. C'est que passer de la première classe de modèle à la seconde, eh bien précisément, c'est tout l'art de l'ingénieur. Et tout l'art et le savoir-faire de l'ingénieur. Et que c'est une erreur philosophique, au terme philosophie des sciences profonde, que de penser qu'on va pouvoir passer, comme par magie, d'un modèle fait pour communiquer à un modèle fait pour calculer. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que les modèles faits pour communiquer, eh bien, précisément, ils laissent implicite tout un tas de connaissances qui sont partagées par les parties prenantes. Si je fais un modèle d'architecture d'un moteur d'avion, d'accord? Alors moi, je ne suis pas capable de faire un modèle d'architecture d'un moteur d'avion. Mais supposons que je sois capable de le faire et que j'en discute avec mes collègues motoristes. Il y a tout un tas de connaissances qu'on va partager sur ce que c'est qu'un moteur d'avion, l'architecture d'un moteur d'avion, etc., qu'on ne va certainement pas mettre dans le modèle parce que ça serait juste surcharger le modèle. OK? Alors que si j'écris un contrôleur en Simulink, la discussion avec Simulink, il faut que je lui précise tout, parce que si je ne lui précise pas ce que c'est un PID, Simulink, il n'a aucune raison de le savoir. D'accord? Donc, c'est ça qui est extrêmement important. Alors, il y a une autre façon de voir la même chose, c'est prenez un modèle Simulink, mettons, ou Lustre, ou ce que vous voulez. Bon, alors, comme vous êtes des bons programmeurs Simulink ou des bons programmeurs MATLAB, vous allez mettre des noms de variables significatifs, les différents objets vont avoir un nom qui va vous permettre de comprendre, mais si vous changez les noms des variables, les noms des procédures, les noms des boîtes, et vous les appelez X1, X2, X3, X4, l'expérience que vous allez réaliser sur le modèle va vous donner exactement le même résultat. D'accord?
C'est-à-dire que... Et ça, pourquoi? Parce que ces langages, ils ont une sémantique formelle, c'est-à-dire qu'on dit, vous voyez, à ce code-là, ou à ce graphique-là, correspond très exactement cet ensemble d'équations mathématiques-là. Et donc, si vous faites les calculs que vous êtes supposé faire sur l'ensemble d'équations mathématiques, vous allez toujours obtenir le même résultat, quel que soit le nom que vous donnez aux objets du modèle. Ce n'est pas du tout le cas dans le cadre des modèles d'architecture typiquement réalisés avec UML, SysML, OPM et consorts. Précisément parce que dans ces modèles-là, il y a tout un tas de connaissances qui est implicite. Et si vous faites un modèle SysML d'un système et puis que vous changez le nom des objets, vous n'allez rien pouvoir tirer de votre modèle. D'accord? Donc, c'est ce qu'en linguistique, on appelle la différence entre une sémantique et une pragmatique. D'accord? En gros, une sémantique, c'est quelque chose qui vous donne le sens des objets que vous manipulez de manière interne, donc c'est parfaitement défini, alors qu'une pragmatique, le sens est défini par rapport à quelque chose qui est à l'extérieur. Ok, encore une fois, on peut formaliser. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut tout à fait formaliser ces différences d'un point de vue scientifique. Alors, comprenez-moi bien, je suis convaincu que les deux types de modèles sont extrêmement utiles et doivent être développés et doivent être pris sérieusement. Okay? Mais ce que j'affirme, c'est qu'ils sont de nature très différente. Et donc, tous les essais de passer automatiquement de l'un à l'autre sont voués à l'échec. Et ça, bien sûr, ça a des conséquences pratiques tout à fait considérables. D'accord? Alors, oui, je vais rentrer un peu plus dans les détails maintenant, et je vais m'intéresser à la première classe de modèles. Alors dans l'équipe, dans mon équipe, on s'intéresse, donc comme je vous l'ai dit, essentiellement à deux disciplines qu'on essaye de faire collaborer de manière la plus efficace possible, qui sont d'une part l'architecture système, d'autre part la sûreté de fonctionnement. Et donc on a de facto à manipuler des modèles dans les deux classes, puisque les modèles d'architecture vont plutôt se retrouver là, alors que les modèles de sûreté de fonctionnement se retrouvent définitivement ici. Alors, je l'ai dit dans mon transparent précédent, ici et puis ici encore, les modèles d'architecture, typiquement les modèles qu'on va réaliser avec UML, SysML, OPM, enfin ce genre de formalisme de modélisation, et dont l'objectif est essentiellement de communiquer entre les parties prenantes, ces modèles, au jour d'aujourd'hui, ils sont réalisés dans les formalismes de modélisation que j'ai mentionnés, et qui sont... ces formalismes, en fait, c'est des notations standardisées, beaucoup plus que des langages de modélisation. Quand UML, et encore plus SysML, le L de UML ou le L de SysML, c'est pour langage. Mais formellement, c'est une escroquerie. D'accord? Parce que ce n'est pas des langages. C'est des notations standardisées, ce qui n'est pas la même chose. Un langage au sens informatique du terme, ça doit avoir une syntaxe, une grammaire bien précise. Or, personne n'est capable de me donner la grammaire de SysML. Ça n'existe pas, ce n'est pas défini. D'accord? Ça n'empêche pas que SysML est un outil extrêmement utile. Hein. Encore une fois, ce n'est pas une critique que je fais, enfin, un petit peu quand même, mais et je vais y venir. Mais il faut bien comprendre la différence. Encore une fois, si on regarde les choses d'un point de vue scientifique, il y a une différence fondamentale de nature entre des formalismes graphiques du type SysML et des langages. C'est que précisément, les formalismes graphiques dont on parle n'ont pas de syntaxe en réalité. C'est juste des notations standardisées. Et là, j'en arrive à ma troisième thèse, qu'on essaye de mettre en œuvre dans mon équipe, qui est, alors que j'ai mis sous forme
un peu plaisante ici, en disant que la syntaxe fait sens, qui est de dire que si on veut traiter vraiment de ces modèles pour communiquer de manière scientifique, alors il faut donner au formalisme de modélisation qu'on utilise le vrai statut de langage, c'est-à-dire leur donner une grammaire, une syntaxe bien précisée. OK ? Et cette idée de s'appuyer sur la syntaxe, elle est loin d'être nouvelle. Et en fait, elle a été appliquée avec le succès que vous savez en linguistique. D'accord ? Une des grandes révolutions de la linguistique, disons, du siècle dernier, c'est la révolution introduite par Noam Chomsky, qui a été de considérer, de dire, OK, on va faire des grammaires génératives des langues naturelles, donc du français, de l'anglais, etc. Et ces grammaires, elles oublient le sens. Elles ne s'intéressent qu'à la syntaxe. Et la façon dont Chomsky présentait ça dans ses premiers ouvrages, c'est cette fameuse phrase, la colorless green ideas sleep furiously, qui veut strictement rien dire, d'accord, mais qui néanmoins est une phrase parfaitement correcte d'un point de vue anglais, d'un point de vue grammatical. D'accord ? C'est une phrase grammaticalement correcte. Cela dit, elle veut strictement rien dire. Mais c'est pas grave. Parce qu'on peut en étudier la syntaxe, on peut en étudier la grammaire, on peut faire des transformations sur la syntaxe, on peut en particulier vérifier qu'elle est syntaxiquement correcte et puis donner le rôle de chacun des éléments dans cette phrase, en oubliant le sens. Et bien précisément, si on veut développer des outils qui nous permettent de gérer les modèles d'architecture système, typiquement, de manière sérieuse, cohérente, de les étudier, etc., eh bien, il faut aller vers des formalismes de modélisation qui soient effectivement des langages et qu'on puisse traiter donc syntaxiquement. Ce qui n'est pas possible de faire avec simplement, entre guillemets, des notations standardisées. Alors je sais qu'il y a tout un tas de travaux sur la transformation de modèles, les modèles OMF, GMF, blablabla, mais il n'empêche que si vous voulez faire les choses, et ça, c'est la conviction, c'est notre thèse, si vous voulez faire les choses à fond, en détail, eh bien, un jour ou l'autre, il va falloir donner à ces formalismes de modélisation le statut de vrai langage. Alors, quand je dis le statut de vrai langage, évidemment, c'est de vrai langage, mais il ne restera pas moins que ces vrais langages, ils n'auront toujours pas de sémantique. Ils auront juste une pragmatique. Enfin, ils auront une pragmatique, puisque c'est tout l'objectif, de laisser implicite tout un tas de connaissances. Parce que si vous essayez de faire des descriptions d'architecture en formalisant tout, vous n'êtes pas arrivé. Donc l'idée, c'est de donner à ces formalismes le statut de vrai langage, mais sans sémantique. Ou plus exactement, là on peut encore se renvoyer à la logique mathématique, quand on fait de la logique des prédicats, il y a une sémantique par défaut de la logique des prédicats qui consiste à interpréter les termes par eux-mêmes. Alors c'est les interprétations dites de Herbrand, et sur lesquelles on peut faire tout un tas de travail, et ça s'applique parfaitement ici. C'est-à-dire qu'on peut dire, ben voilà, la sémantique d'une structure, c'est la structure elle-même, et puis on s'arrête là. Mais il n'empêche qu'à partir de là, on peut faire tout un tas de traitements sur la structure qui permettent de vérifier en particulier sa validité, de la transformer en d'autres structures suivant des règles bien déterminées, etc. etc., etc. OK ? Donc voilà la thèse qu'on essaye de mettre en œuvre. Alors pour conclure sur cette thèse, dire que, là encore une fois, alors il y a des choses en linguistique, mais il y a des choses plus anciennes, où finalement, en biologie théorique, l'étude des formes a été aussi très développée. Alors c'est notamment les travaux de Darcy Thompson, là, qui ont servi de base à ça. Il est souvent cité par notre médaille Field favorite, là, comment il s'appelle, Villani. Enfin, c'est pas ma médaille Field favorite, mais...
Il n'empêche qu'il est souvent cité par Villani, parce qu'effectivement, la thèse de Darcy Thompson, c'était que il y a un certain nombre d'évolutions biologiques, en fait, qui ne sont pas liées au phénomène de sélection naturelle, à la Darwin, mais bien plutôt à des contraintes sur la forme des espèces. Donc en particulier, la forme d'un visage, eh ben, il y a des contraintes morphologiques, si vous voulez, qui ont amené au fait qu'on ait des visages comme on a aujourd'hui, et pas seulement des phénomènes de sélection naturelle. Bon, enfin bref. De la même façon, je suis profondément convaincu que les formes de systèmes, c'est-à-dire la structure des modèles des systèmes, du type moteur d'avion, elle n'est pas du tout aléatoire, quoi. Il y a vraiment des formes très particulières qu'on peut étudier à l'aide de différents outils, dont la logique mathématique. OK. Donc ça, c'était... alors on essaye de faire ça, hein, de le faire... on est en train de lancer un projet sur ça dans l'équipe. Bon, je vous raconterai peut-être ça plus tard, mais on essaye de travailler là-dessus et donc de donner pour les différents types de formalisme qui sont utilisés, typiquement les différents types de diagrammes qu'on retrouve dans SysML, une syntaxe précise, c'est-à-dire de leur donner le statut de langage. Bien, j'en arrive à la deuxième classe de modèles, hein, qui sont les modèles pour calculer. Ah oui, peut-être que je le dirai après. Oui, alors ce que je vous disais, hein, c'était que on essaye, avant d'attaquer la deuxième classe, mais c'est lié, hein, on essaye de faire ça, donc de donner une syntaxe précise aux différents types de diagrammes qu'on retrouve dans des outils de modélisation d'architecture. Et en particulier, pour faire ça, on s'appuie sur un petit langage qu'on a créé. Alors, ce langage n'a pas prétention d'être un langage de modélisation en lui-même, c'est plutôt un paradigme de structuration des modèles qu'on a appelé S2ML. Et en fait, l'idée de ce formalisme de modélisation, c'est de regrouper au sein d'un même ensemble de concepts l'ensemble des mécanismes de structuration qu'on a pu repérer dans les différents langages de modélisation sur lesquels on a travaillé. Et en particulier, tous les mécanismes dits orientés objets. D'accord ? Donc là, il y a énormément de travaux qui viennent d'informatique théorique et puis des langages de programmation. Hein. Eh bien, ces travaux, on peut les réimporter dans l'ingénierie des modèles et la science des modèles, en disant, bon ben voilà, quels sont les différents concepts de structuration des modèles dont on a besoin. Et S2ML est un petit langage donc, qui regroupe cet ensemble de mécanismes de structuration des modèles dont on a besoin. Et en fait, il y a une remarque importante là-dedans, c'est que il y a vraiment deux types d'approches quand on fait de la modélisation système, deux façons essentielles de modéliser. La première, c'est de partir du système en tant qu'objet global et puis de le décomposer en sous-systèmes, puis chaque sous-système en sous-système, etc. Donc c'est une approche en quelque sorte top-down. Et cette approche top-down, elle correspond à un certain type de mécanisme de structuration qu'on appelle en théorie des langages de programmation, de la programmation orientée prototype, qu'on va retrouver dans des langages comme JavaScript, par exemple. Et puis, il y a un autre type de modélisation qui est très différente, qui est au contraire de partir de composants prédéfinis sur étagère, et puis d'assembler ces composants comme des Lego pour obtenir un modèle, alors là, pour le coup, plutôt bottom-up. D'accord ? Et c'est typiquement ce qu'on fait dans des langages de modélisation comme MATLAB Simulink, Modelica, Altarica, Lustre. Et en fait, encore une fois, il ne s'agit pas de choisir entre les deux types d'approches. Les deux types d'approches sont parfaitement utiles. Et ce qu'on a essayé, c'était de comprendre, au travers de S2ML, ce qu'on essaye de faire, hein, il est toujours en spécification, le langage, hein, il évolue,
c'est de comprendre comment combiner ces deux types d'approches et comment offrir le maximum de flexibilité aux utilisateurs pour qu'ils puissent adopter l'une ou l'autre approche, voire des approches hybrides consistant à réutiliser de la connaissance donc plutôt bottom-up dans une approche top-down, par exemple, ou de créer à partir d'une approche top-down des éléments réutilisables, de modélisation réutilisable, et donc qui resserviront plus tard dans une approche bottom-up. Voilà, donc c'est tout à fait en lien avec ce que je vous disais précédemment, c'est-à-dire comment on donne une syntaxe à des modèles semi-formels ou à des modèles d'architecture, enfin ce que vous voulez, eh bien, on passe par ce genre de mécanismes de structuration, d'accord, qui sont beaucoup plus riches, en fait, parce qu'ils sont beaucoup plus généraux que ce qu'on va trouver, encore une fois, dans UML, dans SysML et consorts. Alors, j'ai parlé de syntaxe pour ces langages d'architecture. J'ai parlé de mécanismes de structuration. Mais évidemment, ces langages d'architecture, et d'ailleurs beaucoup de langages de modélisation, de formalisme de modélisation, ils s'appuient sur des représentations graphiques. D'accord ? Plus souvent qu'à notre tour, en particulier en sûreté de fonctionnement, quand on commence à présenter les mécanismes de structuration de S2ML, évidemment, on donne du code. Et les ingénieurs nous disent « Oh là 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 là, il n'est pas question qu'on écrive une ligne de code, nous, on veut des représentations graphiques. » Alors, ce n'est pas une thèse, mais je voudrais dire quelque chose à ce sujet. C'est-à-dire que, encore une fois, si on prend les modèles au sérieux et qu'on voit les choses sur le long terme, il n'y a rien qui ressemble plus à un modèle, finalement, qu'un programme. Il y a quelque chose que nous enseigne l'histoire de la programmation, c'est que tous les essais de programmation graphique ont échoué. Tous. Alors, il y a des essais sympathiques. Hein. Mes enfants, aujourd'hui, ils apprennent un peu la programmation avec le truc, c'est Scratch du MIT. C'est super sympa, on fait des petits blocs, on les assemble, etc. Mais il n'empêche qu'il y a un moment donné où quand vous passez un système vraiment complexe, ou un programme vraiment complexe, il va falloir écrire du code. C'est une mauvaise nouvelle pour les ingénieurs de la génération précédente, enfin de ma génération, mais c'est comme ça. D'accord ? Ça ne veut pas dire que les représentations graphiques sont inutiles. Hein. Encore une fois, pas du tout. Elles sont extrêmement utiles, mais comme outil de communication, c'est des métaphores. Jamais une représentation graphique ne pourra contenir tous les éléments d'un modèle de système complexe. Jamais. Et c'est fort heureux que ça soit comme ça. Parce qu'une représentation graphique, précisément, son objectif, c'est d'abstraire le contenu du modèle pour pouvoir discuter dessus. D'accord ? Et il faut vraiment concevoir il faut vraiment concevoir les choses comme ça. Et ça veut dire que le modèle, il existe indépendamment de ces représentations graphiques, et que pour un même modèle, voire même une même partie du modèle, on peut avoir différents types de représentations graphiques, générées plus ou moins automatiquement à partir du modèle. Et c'est vachement pratique. Et parfois, le choix d'une représentation graphique plutôt que de l'autre, c'est une question de goût. Et vous le savez bien, parce que vous avez des ordinateurs, là, et puis vous avez... sur tous vos ordinateurs, vous avez un modèle de structure embarqué. D'accord ? Les répertoires Windows, là, avec les fichiers dedans, c'est rien d'autre qu'un modèle de structure. OK ? Et il y a des gens qui préfèrent avoir la liste des fichiers et des répertoires contenus dans un répertoire sous cette forme-là. Il y a des gens qui préfèrent l'avoir sous cette forme-là. Laquelle forme est la plus pratique ou la meilleure ? On n'a pas à discuter de ça ici. C'est une question de choix. Et c'est une question, encore une fois, d'expérience virtuelle qu'on veut faire sur le fichier, le répertoire Windows. Si vous voulez regarder des photos, ben, probablement ça, c'est mieux. Parce que vous avez une vignette avec votre photo. Si vous voulez regarder des fichiers de langage de programmation, ben, probablement ça, c'est mieux. Encore une fois, mais dans les deux cas,
ces deux choses-là, oui, puis il y a aussi ce que vous avez sur le bord ici, hein, qui est un modèle indé. C'est des représentations graphiques d'un même modèle, et ce modèle, c'est simplement l'architecture de votre système de fichiers Windows. D'accord? Mais cette remarque-là, elle s'applique pas seulement sur des structures hiérarchiques super simples comme, enfin, en tout cas, mes répertoires Windows, mais elle s'applique aussi sur tous les modèles d'architecture de système. Pour une même architecture, donc si on en fait une représentation graphique, l'architecture, c'est un modèle compliqué, c'est un objet mathématique compliqué qui est rentré dans l'ordinateur, et puis on peut en donner des vues partielles, et la représentation graphique qu'on fait de ces vues partielles, bah, elle dépend de ce qu'on veut en faire. Et c'est très bien de penser les choses comme ça, c'est très utile de penser les choses comme ça. C'est pour ça, encore une fois, que quand on regarde les notations graphiques standardisées du type, encore une fois, UML 6ML, ne croyez pas que je vais arrêter de taper dessus, hein, mais à un moment donné, mais c'est juste pour vous donner quelques réflexions comme ça. Quand on regarde ces notations graphiques standardisées, elles posent un problème, c'est que vous n'avez qu'une façon de représenter les choses. Or, potentiellement, typiquement, la notion de composition, donc de structure comme ça, elle peut être représentée de tas de façons différentes. Et un modèle d'architecture, c'est un objet mathématique qu'il faut prendre en tant que tel. Voilà, donc ça c'est important. Et donc, ce que j'ai dit là s'applique, alors pour les deux choses, hein, pour S2ML et pour les représentations graphiques, ça s'applique à la fois finalement au modèle fait pour communiquer, mais aussi au modèle fait pour calculer, hein, puisque à partir du moment où vous traitez de systèmes complexes, et on traite tous de systèmes complexes, bah, les modèles de ces systèmes, ils vont être complexes aussi. Hein, la complexité, elle ne disparaît pas par magie. Hein. Alors parfois on dit, oui, alors les modèles réduisent la complexité. Donc on introduit des notions comme ce que fait Berthoz en neurophysiologie de simplexité, c'est-à-dire de réduire un peu la complexité à l'aide pour avoir non pas des choses complexes, mais des choses simplexes, comme il dit. Enfin bon, il n'empêche que vous avez besoin, si vous modélisez un système complexe, vous allez devoir organiser votre modèle, parce que votre modèle, il va forcément avoir un certain degré de complexité, donc vous avez besoin de mécanismes de structuration, etc. etc. Oui. Les objets graphiques de représentation sont-ils de nature tellement différente des modèles eux-mêmes? Est-ce que ce ne sont pas eux-mêmes une autre classe de modèles? Et là, tu es en train d'expliquer finalement, ils ne peuvent pas décrire l'intégralité de ce que porte un modèle. Mais est-ce que c'est tout simplement pas une autre classe de modélisation qui a une autre modalité peut-être d'échange avec l'utilisateur, qui n'a pas la même syntaxe? Non, franchement, je ne crois pas. C'est-à-dire que pour moi, le statut qu'il faut leur donner, c'est un statut de représentation. Mais la modélisation est aussi une représentation du système complexe. Absolument. Mais le problème auquel tu te heurtes très rapidement, si tu essayes d'en faire, et d'ailleurs c'est le problème qu'ont les gens qui essayent de définir ces langages, hein, enfin c'est formalisme, c'est que tu n'arrives pas, il n'y a pas de grammaire d'objet graphique, si tu veux, c'est très difficile à définir. Et donc, pour repasser après dans le monde d'une syntaxe bien définie, tu as tous les problèmes du monde. Et c'est pour ça que la bonne approche, enfin c'est une thèse, hein, encore une fois, c'est de prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire se dire, ok, qu'est-ce que fondamentalement je veux représenter? Donc ici, fondamentalement, je veux représenter une structure hiérarchique. Très bien. Donc une structure hiérarchique, c'est un objet mathématique bien défini. Alors ça peut être un arbre, d'un point de vue, ou un graphe orienté acyclique, si tu as des structures un peu compliquées. Ok, ça on sait que c'est un objet mathématique bien défini, et quand les informaticiens parlent d'arbres ou de graphes orientés acycliques, ils les représentent graphiquement. Il n'empêche que l'objet arbre ou l'objet graphe orienté acyclique, il est parfaitement défini en tant qu'objet mathématique.
Et après, on en donne des représentations, parce que dans la vie de tous les jours, encore une fois, on a besoin de métaphores. D'accord? Voilà. Alors, je viens maintenant sur la... pardon, hop, je remonte ici, hein, je viens effectivement sur mes modèles pour calculer. Alors, ça c'est ma 4e thèse, c'est qu'en fait, si on regarde tous les formalismes de modélisation qui sont utilisés, en gros, pour faire des modèles qui servent à calculer ou à générer du code, ou enfin bref, les formalismes de modélisation, les langages de modélisation que vous connaissez, encore une fois, MATLAB Simulink, Modelica, Lustre et compagnie. Eh bien, dans tous ces formalismes de modélisation, on va retrouver fondamentalement 2 choses. On va retrouver un cadre mathématique qui sert finalement à modéliser le comportement du système. Alors ce cadre mathématique, si on prend Modelica et MATLAB Simulink, par exemple, ce cadre mathématique, c'est des équations différentielles. Si vous prenez Lustre, ce cadre mathématique, c'est des machines de Milly, un peu améliorées, mais c'est des machines de Milly. Si vous prenez Altarica, le langage sur lequel on travaille, c'est des systèmes de transition gardés. Et donc, voilà, donc on a une partie qui est où on va représenter le comportement du système. Et pour représenter le comportement du système, c'est ce qui va finalement nous permettre de faire des calculs sur le système, à partir du modèle. Eh bien, on a besoin de définir un cadre mathématique, le cadre mathématique dans lequel on se place, et donc typiquement des équations différentielles ordinaires. Bon, mais évidemment, juste le cadre mathématique, ça ne suffit pas pour faire de la modélisation. Parce que si vous prenez des modèles Simulink et que vous essayez d'écrire à la main les milliers d'équations différentielles correspondantes, vous avez toutes les chances de vous gaufrer dans votre modélisation, ça devient ingérable. Et si on a inventé ces langages de modélisation, c'est bien pour éviter d'avoir à se peler d'écrire à la main toutes les équations différentielles. Ou de la même façon, si vous faites un programme Lustre, vous n'avez pas envie d'écrire à la main toutes les machines de Milly des différents composants de votre programme Lustre. Parce que ça serait juste impossible. Donc, on a besoin d'autre chose. Quand on fait de la modélisation, encore une fois, destinée à calculer, on a besoin de mécanismes de structuration des modèles. En gros, on a besoin de mettre des équations différentielles dans des boîtes, et puis les boîtes dans des boîtes, et puis les boîtes dans des boîtes dans des boîtes, et puis de définir des classes de boîtes, enfin d'avoir tous les mécanismes objets qui vous permettent de dire que vous avez un composant qui est une boîte avec éventuellement des sous-boîtes, mais à l'intérieur duquel finalement il y a des équations différentielles, de prendre tout ça et de le mettre dans des librairies de composants de modélisation réutilisables, ce qui est l'approche orientée classique en programmation. Donc, finalement, un modèle, mais au-delà, un langage de modélisation, c'est la combinaison de ces 2 choses. Et si on réfléchit à ce sujet, on se dit que le formalisme de modélisation qu'on peut utiliser, il peut être commun finalement à la plupart des langages. Parce qu'il est indépendant de la description des comportements. Et c'est ça toute l'idée d'S2ML, en fait, dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est de dire, on va regrouper dans un même paradigme de modélisation, de structuration, tous les mécanismes de structuration dont on a besoin, on va garantir leur cohérence, leur unité, et après, on pourra mettre les formalismes mathématiques de modélisation qu'on veut, on aura une uniformité, en quelque sorte, des mécanismes de modélisation. Et donc, en particulier, cette idée-là, on l'applique à Altarica, qui est le langage de modélisation dédié sûreté de fonctionnement qu'on réalise dans mon équipe, sur lequel on travaille dans mon équipe, et qui est un des projets de l'IRT, projet Open Altarica, dont je vais vous parler après. Et donc,
on l'utilise en particulier, cette idée-là, on l'utilise pour définir le langage Altarica, qui est un langage de modélisation dédié à la sûreté de fonctionnement. Alors, Altarica rentre dans une classe de formalisme de modélisation qui est justement le model-based, qu'on appelle le model-based safety analysis. Alors, le terme model-based ici en sûreté de fonctionnement est assez mal choisi, parce qu'en réalité, depuis le début, la sûreté de fonctionnement s'appuie sur des modèles. D'accord ? Si vous connaissez un peu de sûreté de fonctionnement, depuis le début de la sûreté, depuis qu'on fait de la sûreté de fonctionnement, c'est-à-dire qu'en gros, on essaye de calculer la probabilité que quelque chose se passe mal, on utilise des modèles. Parce que pour calculer des probas, il faut faire des modèles. Et des modèles formels qui plus est. Donc les formalismes de base de la sûreté de fonctionnement, comme les arbres de défaillance, les arbres d'événements, les blocs diagrammes de fiabilité, c'est des modèles. Mais c'est des modèles de bas niveau. Alors ça pose tout un tas de problèmes d'avoir des modèles de bas niveau qui sont liés finalement à la distance entre le système modélisé et le modèle. Si vous prenez les modèles allez, on va prendre un exemple anodin, par exemple les modèles de sûreté nucléaire, qui sont faits dans les études probabilistes de sûreté. Donc c'est des modèles à base d'arbres d'événements et d'arbres de défaillance. Si vous regardez un modèle, une EPS nucléaire, et que vous essayez de comprendre comment fonctionne la centrale, vous n'êtes pas arrivé. Parce que ces modèles sont des modèles de très très bas niveau. En gros, si on voulait le placer dans le cadre des langages de programmation, c'est des modèles écrits en assembleur, si vous voulez. Donc c'est difficile de comprendre exactement ce qu'ils font. Donc l'idée qu'il y a derrière ce qu'on appelle le Model-Based Safety Assessment, c'est de ne pas écrire les modèles dans ces langages ou dans ces formalismes de modélisation de bas niveau, mais de les écrire dans des formalismes de modélisation de beaucoup plus haut niveau, ce qui permet d'être beaucoup plus proche des spécifications du système et en particulier de refléter dans le modèle l'architecture réelle du système. Architecture physique ou fonctionnelle. Donc c'est ça l'idée fondamentalement. Alors ça, il y a un certain nombre d'autres avantages, mais ce n'est pas très important aujourd'hui, comme en fait, à partir d'un seul modèle, vous pouvez générer plusieurs modèles de bas niveau, donc étudier finalement plusieurs scénarios ou plusieurs sujets sur la sûreté de fonctionnement. Il y a aussi le fait que ces modèles sont beaucoup plus faciles à animer, donc à débugger, etc. etc. Alors ça a quand même une importance, parce que dans ce domaine-là, le cycle de vie des modèles est extrêmement important. Un avion, la durée de vie d'un avion, d'un modèle d'avion, c'est 30 ans à peu près, ce qui veut dire que les modèles de sûreté de fonctionnement qu'on utilise pour cet avion, ils ont une durée de vie de 40 ans. Pour une centrale nucléaire, maintenant on en est à 50 ans de durée de vie d'une centrale. Donc les modèles de sûreté de fonctionnement de la centrale, ils ont au moins 50 ans de durée de vie. Donc c'est quand même assez significatif de ne pas perdre de l'information en chemin. Et ça pose des vrais problèmes technologiques. Mais bon, voilà, donc c'est ça l'idée de tout ça. Alors, la question sur la sûreté de fonctionnement, c'est qu'est-ce que c'est qu'un langage de haut niveau pour faire de la sûreté de fonctionnement et comment lier ça avec les langages d'architecture. Alors pour la partie structurelle, j'ai déjà plus ou moins répondu. Je dis, on va utiliser S2ML, les mécanismes de structuration que je vous ai dit. Et maintenant, il faut déterminer qu'est-ce que c'est que la partie comportementale. Et là, j'en arrive à ma 5e thèse. Oui. Quand vous parlez de langage de haut niveau, vous parlez de... Attendez. Vous parlez du modèle de classe 1, des types de modèles de communication. Non, là je parle bien de langage. Ça, c'est des modèles faits pour calculer. D'accord. Je suis vraiment dans ce cadre-là. Les modèles de sûreté de fonctionnement, c'est des modèles faits pour calculer. Alors, pour la faire courte, c'est des modèles faits pour calculer la probabilité que quelque chose passe mal. Merci. Voilà. Alors là, j'en arrive à ma 5e thèse. C'est que
si on veut modéliser le comportement de systèmes, alors en particulier pour faire de la sûreté de fonctionnement, mais pas seulement, si on veut modéliser le comportement de systèmes à haut niveau, alors il faut utiliser comme cadre mathématique, en gros, ce qu'on appelle les discrete event systems, c'est-à-dire, en gros, vous allez modéliser votre système comme le système, il est dans un certain état, il se passe quelque chose, il y a un événement, et le système va dans un autre état. Donc vous avez ces transitions discrètes entre états. Et finalement, ça, c'est le bon formalisme de modélisation, ou le bon cadre mathématique pour modéliser les systèmes au niveau d'abstraction où se place la sûreté de fonctionnement et l'architecture système. Ça veut dire en particulier que, si vous le prenez en sens inverse, si vous essayez de faire de la sûreté de fonctionnement avec des équations différentielles, vous n'êtes pas arrivé. Tout simplement parce que les équations différentielles, ce n'est pas le bon formalisme mathématique, c'est beaucoup trop précis. Et alors, je ne vous parle pas de formalisme plus compliqués, comme des méthodes par éléments finis, ou que sais-je. Donc, le bon niveau d'abstraction pour modéliser les systèmes, c'est précisément ces mécanismes, disons, état-transition. Et ça, c'est très important, parce que si on réfléchit aux modèles dont on a besoin pour faire, par exemple, de l'architecture système, hein, même y compris de modèles faits pour communiquer, on va avoir besoin de formalisme état-transition. Et d'ailleurs, si vous regardez les diagrammes que vous offrent des langages comme UML et SysML, ce n'est pas pour rien qu'on retrouve des state charts dans UML et SysML, c'est parce qu'on a besoin, pour décrire le comportement des systèmes au niveau où ces formalismes de modélisation se proposent de décrire les systèmes, on a besoin de mécanismes état-transition. Alors là encore, on peut discuter sur quels sont les... Enfin, on peut affiner le cadre mathématique dans lequel on se place. Et d'ailleurs, il peut y avoir différents cadres mathématiques, c'est-à-dire différentes espèces de systèmes état-transition utiles. Le choix qui a été fait dans UML et SysML, c'est les state charts de Harel, mais, enfin, avec des petites variations de sémantique, mais bon, on peut définir d'autres cadres. Ce n'est pas le cadre qu'on a choisi pour Altarica, pour tout un tas de raisons que je ne vais pas évoquer aujourd'hui, mais en gros, l'idée des travaux qu'on mène dans l'équipe, et en particulier à l'IRT, avec Michel Batteux, que vous connaissez peut-être, et le chef de projet, de ce projet Open Altarica, qui est financé donc, en partie par l'IRT, en partie par... enfin, qui est hébergé à l'IRT, mais financé par Safran, Thales et Airbus. Donc l'idée, c'est de mettre au point un langage de modélisation de haut niveau, qui soit, comme je l'ai dit, la combinaison d'un cadre mathématique approprié pour faire de la sûreté de fonctionnement et d'un ensemble de mécanismes de structuration. Et précisément, Altarica, donc la nouvelle version du langage Altarica, c'est cette combinaison-là. D'un point de vue mathématique, les objets qu'on manipule pour décrire le comportement des systèmes, c'est ce qu'on appelle des systèmes de transition gardée ou systèmes de transition gardée stochastiques. Donc, c'est des objets qui ont à peu près cette tête-là. Hein. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a tout un tas de papiers, d'articles scientifiques sur ce sujet. Et les mécanismes de structuration qu'on utilise, eh bien, précisément, c'est ce qu'on a défini dans le cadre de S2ML. Mais j'insiste encore sur le fait que S2ML est indépendant d'Altarica d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il peut être utilisé dans tout autre type de langage. Alors, tout ça est bien beau, mais donc Altarica 3.0, là c'est parce que c'est la troisième version du langage, est un langage très puissant, mais rappelez-vous ce que je vous ai dit au début, c'est-à-dire que ce que je vous ai dit au début, c'est que un modèle ne vaut que par les expériences virtuelles qu'on réalise sur ce modèle. Donc autrement dit, Altarica c'est un super langage, ok, ouais, parfait, mais si on n'est pas capable de faire des expériences virtuelles, c'est-à-dire de calculer des probas d'accidents avec, il ne sert à rien.
Okay, donc la question, c'est quel type d'expérience virtuelle, donc là en l'occurrence c'est des calculs de proba, de scénarios, d'accidents, etc. Il faut réfléchir aux expériences virtuelles qu'on va être capable de faire sur ce type de modèle. Et là, il y a un point, extrêmement important qui fait une grosse différence entre, en particulier, l'architecture système et la sûreté de fonctionnement. C'est qu'en fait, les calculs, les expériences virtuelles qu'on doit faire sur les modèles de sûreté de fonctionnement, elles sont très coûteuses, et quand je dis très coûteuses, c'est vraiment très coûteuses en termes de puissance de calcul. En fait, ce que je dis là, ce n'est pas un problème de technologie, ce n'est pas qu'on n'aurait pas les bons algorithmes dans Altarica, parce qu'on a les algorithmes les plus puissants qui existent à ce jour, mais c'est les bonnes heuristiques. C'est pas ça. Le point, c'est que on peut montrer mathématiquement, et ça a été fait, qu'en fait, les calculs qu'on a besoin de faire en sûreté de fonctionnement, eh bien, faire des calculs exacts, c'est impossible. C'est trop coûteux. Alors, pour ceux qui connaissent un peu de théorie de la complexité algorithmique, calculer une probabilité comme ça à partir d'un modèle, c'est un problème qui est sharp p hard, ou number p hard. Bon, je vais pas... il y a des caractérisations très précises faites par Valiant et puis plus tard par Toda de la complexité de ces calculs. Pour le dire autrement, quand on fait des calculs de sûreté de fonctionnement, typiquement avec un modèle Altarica, on fait toujours des approximations, et des approximations non contrôlées. Parce que si on était capable de contrôler les approximations, ce ne serait plus des approximations. Plus vraiment, en tout cas. Donc, on est face à un vrai problème. Alors, pour le dire simplement, je vais vous donner une petite métaphore de ça. Vous faites un modèle Altarica, et ce modèle Altarica, il va vous donner des scénarios de panne, des scénarios d'accident. Donc, à chaque scénario d'accident, vous pouvez associer une probabilité. Donc, par exemple, vous dites, voilà, alors quand je dis des scénarios d'accident dans des modèles Altarica ou les modèles de sûreté de fonctionnement, ça se compte en milliards de milliards de milliards, hein, si on voulait tous les regarder. Donc, ce n'est pas possible de tous les regarder. Ce n'est pas possible de tous les stocker dans l'ordinateur, même avec des machins compacts, des représentations compactes, etc. Donc, en fait, tous les algorithmes qui sont utilisés dans ce domaine-là, ils consistent peu ou prou à dire, bon, les scénarios qui ont une probabilité... Les scénarios d'accident qui ont une probabilité inférieure à, allez, 10-10, par exemple, par année de fonctionnement, ou par heure de fonctionnement, je m'en fiche. Je les oublie. D'accord ? C'est comme ça que tous les algorithmes marchent. C'est comme ça que toutes les études de sûreté de fonctionnement marchent, que ça soit dans l'avionique, dans le nucléaire. Quand vous montez dans l'avion, sachez que les études de sûreté de fonctionnement qui ont été faites par Airbus, elles consistent à dire... Bon, les scénarios qui ont une probabilité inférieure à 10-10, on s'en fout. D'accord. Alors, très bien. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Alors, maintenant, imaginez que vous avez un modèle Altarica, ou d'ailleurs un arbre de défaillance, ou peu importe le formalisme de modélisation que vous utilisez, et puis vous avez donc un certain nombre de scénarios dont la probabilité que vous avez gardée, et dont la probabilité est supérieure à 10-10 par heure de fonctionnement. Et puis maintenant, vous n'êtes pas très content de votre modèle, parce que vous avez fait quand même beaucoup d'approximations dans le modèle, et donc vous faites un modèle plus raffiné. C'est bien de faire un modèle plus raffiné. D'accord ? Vous rentrez plus dans les détails de votre système, vous regardez les choses plus en détail. Donc vous aviez un scénario qui avait une probabilité 10-9, et puis vous avez raffiné votre modèle, et ce scénario qui a une probabilité 10-9, il devient 100 scénarios qui ont une probabilité 10-11, par exemple. Mais là, il y a un petit problème, c'est que tous ces scénarios, ils passent en dessous du seuil de visibilité radar. Donc plus vous raffinez un modèle, moins il y a de risques. C'est cool. C'est un problème essentiel
dans la plupart des modèles qu'on fait pour calculer, d'accord, c'est vrai aussi en simulation multiphysique, hein. Si on utilise des équations différentielles ordinaires et pas des méthodes aux éléments finis, c'est pas pour rien. C'est parce que les équations différentielles ordinaires nous permettent de modéliser un niveau d'abstraction supérieur par rapport aux méthodes par éléments finis, et donc d'avoir des complexités calculatoires bien moindres, ce qui nous permet d'obtenir des résultats. Autrement dit, c'est toujours pareil, un modèle doit toujours être considéré avec les expériences virtuelles qu'on fait sur le modèle, et on doit se placer au bon niveau d'abstraction. Et là, en particulier pour la sûreté de fonctionnement, donc maintenant on est vachement content, on a un beau langage de modélisation, mais on reste quand même prisonnier de cette barrière de l'explosion combinatoire, barrière de complexité computationnelle. Et en fait, voilà, on doit prendre... C'est pour ça que j'ai mis une référence à Herbert Simon ici. On doit prendre des décisions avec une rationalité limitée, en fait. Fondamentalement, ça se traduit comme ça. Et un modèle, c'est jamais qu'un outil pour prendre des décisions avec une rationalité limitée. Notre rationalité, elle est limitée par les incertitudes épistémiques et aléatoires qu'on peut avoir sur les phénomènes qu'on modélise, mais aussi par notre capacité de calcul limitée. D'accord ? Et quand on parle... Alors évidemment, quand on parle de modèles pour communiquer, on n'a pas ce problème-là. Enfin, si ce n'est la capacité des parties prenantes à comprendre le modèle. C'est aussi une forme de limitation. Hein. Mais c'est pour ça que quand on parle du lien entre les modèles d'architecture et les modèles de sûreté de fonctionnement, il ne faut pas espérer qu'on puisse traduire simplement l'un dans l'autre. Parce qu'en sûreté de fonctionnement, on se retrouve, on est forcé, alors d'abord de rajouter des choses qui ne sont en général pas dans les modèles d'architecture, comme des modèles de l'environnement. Parce que quand on fait de la sûreté de fonctionnement, on doit aussi parler de l'environnement. Mais aussi, on est forcé de faire des abstractions qu'un architecte, il n'a pas besoin forcément de faire, parce que lui, si on parle juste d'expérience de pensée, on n'est pas limité par... on est limité par notre capacité de penser, mais on n'est pas limité par des capacités computationnelles. Donc voilà. Alors, je vais... oui, il faut que j'accélère un petit peu. Pour un peu conclure cette discussion, je voudrais revenir à mon sujet initial, qui est de dire, finalement, quand on modélise des systèmes complexes, on a tout un tas de modèles hétérogènes. Bon, on doit vivre avec. Ces modèles, ils sont faits par des gens différents, qui ont des backgrounds différents, qui ont des objectifs différents, ils les font à des rythmes différents, etc., etc. Mais on a quand même un problème, c'est que il faudrait s'assurer que les modèles parlent du même système, quoi. D'accord ? Et donc, comment on fait, par quels moyens on fait, quels moyens on se donne pour s'assurer que les différentes disciplines d'ingénierie qui concourent à la conception et à l'opération d'un système, elles fassent des modèles à peu près du même système. Alors là, il y a deux approches. Il y a une approche un peu dictatoriale qui consiste à dire on va avoir un modèle maître et puis tout le monde va s'aligner sur le modèle maître, c'est-à-dire il ne va pas y avoir d'incohérence entre les modèles, finalement, jamais. Donc je vous laisse imaginer à quel type de logiciel je fais référence. Je ne crois pas que ça soit possible de faire ça. Parce qu'il faut accepter de vivre avec l'hétérogénéité des modèles, y compris avec les contradictions qui existent dans les modèles, entre les différents modèles. D'accord ? Il faut l'accepter une fois pour toutes. Donc, la question, c'est finalement comment on fait pour s'assurer raisonnablement que les modèles parlent à peu près du même système. Je reviens à cette idée-là. Donc, pour aligner, en quelque sorte, les modèles. Alors, il y a une première façon... Alors, avec une remarque, c'est que comme ces modèles sont hétérogènes, même si c'est des modèles comportementaux, hein, comme ils sont hétérogènes, eh bien sûr, ils vont utiliser des formalismes pour décrire les comportements qui sont radicalement différents. Donc, il ne faut pas espérer être capable d'aligner les modèles par rapport aux descriptions comportementales. Ça, c'est beaucoup trop ambitieux. Parce que si vous essayez de comparer ce que fait un ensemble d'équations différentielles avec un automate d'état fini, vous n'êtes pas arrivé, encore une fois. D'accord ? On ne sait pas faire d'un point de vue mathématique.
On ne sait déjà pas comparer deux ensembles d'équations différentielles entre eux. Alors bon. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est que déjà, et c'est l'approche syntaxique dont je parlais, si on avait des mécanismes de structuration similaires dans les différents formalismes de modélisation, et donc dans les différents modèles, bah, ça nous aiderait déjà pas mal. Hein, parce qu'on pourrait vérifier qu'en gros, la structure des modèles, au moins s'ils se placent au même niveau d'abstraction, est à peu près la même. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye de faire via ce qui m'amène à ma sixième et dernière thèse, qui est que si on veut aligner les modèles créés par les différentes... si on veut se donner des outils pour aligner les modèles créés par les différentes disciplines d'ingénierie, eh bien, il faut passer par ce qu'on a appelé dans l'équipe la synchronisation de modèles. Alors, qu'est-ce que c'est la synchronisation de modèles? Quelle est l'idée? C'est de dire, bon, c'est pas possible de comparer des modèles hétérogènes directement entre eux, pour les raisons que j'ai indiquées, parce qu'ils vont décrire des comportements différents, etc. Donc finalement, la bonne façon, la bonne approche du sujet, c'est de dire, pour comparer deux modèles hétérogènes, ou d'ailleurs deux versions d'un même modèle, ça marche tout aussi bien, il faut forcément commencer par abstraire ces modèles. C'est-à-dire en tirer une information pertinente qui puisse être comparée. Alors, quelques exemples. La façon la plus primaire de comparer deux modèles, c'est de vérifier que la pompe qui s'appelle pompe 33 dans le modèle A, elle s'appelle aussi pompe 33 dans le modèle B, parce que si elle s'appelle pompe 42, vous voyez bien qu'on va au-devant de difficultés. Okay? Donc, un dictionnaire, c'est finalement un dictionnaire des objets qu'on rencontre dans le modèle, c'est finalement une abstraction du modèle, et on peut... Ça, on sait faire automatiquement. On sait abstraire le dictionnaire des objets dans le modèle A, dans le modèle B, et puis les comparer. Donc on se retrouve, la synchronisation de modèles, elle est basée sur cette idée que si on veut se donner des outils pour aligner les modèles, un des outils conceptuels pour faire ça, et informatique hein, bien sûr, c'est de partir des modèles, de les abstraire, de les abstraire dans un formalisme commun, qui pourrait typiquement être un formalisme de structure comme S2ML, et c'est dans ce formalisme commun, qui est un formalisme d'abstraction, qu'on peut s'assurer qu'on peut réellement comparer les modèles. Et une fois qu'on a fait ça, qu'on a comparé les modèles, eh bien, on peut avoir l'étape dans l'autre sens, c'est-à-dire on peut réinjecter le résultat de la comparaison dans les différents types de modèles. Alors ça, c'est un schéma qui s'appelle en mathématiques une correspondance galoisienne et qui est à la base disons, des travaux sur l'interprétation abstraite initiés par Couzeau il y a bien longtemps déjà. Donc c'est ce genre d'outil mathématique qu'on cherche à utiliser, à mettre en œuvre pour comparer typiquement des modèles d'architecture, pour aligner des modèles d'architecture et les modèles de sûreté de fonctionnement, et qui nous paraissent les bons mécanismes. Alors, je voulais dire quelque chose d'autre sur ça. Oui, donc, évidemment, les abstractions qu'on fait d'un modèle, elles peuvent changer au cours de l'évolution du projet. Hein. C'est-à-dire que, au début du projet, vous allez, par exemple, juste comparer des dictionnaires, mais au fur et à mesure que les modèles se raffinent, au fur et à mesure que le projet de conception du système ou d'opération du système avance, vous pouvez avoir des abstractions et des comparaisons plus élaborées. Alors encore une fois, l'objectif, ce n'est pas de rendre les modèles parfaitement compatibles. Et ça, c'est important de comprendre ça. L'objectif, ce que je dis, c'est de se mettre d'accord sur les désaccords. D'accord ? C'est-à-dire que c'est parfaitement acceptable, compte tenu de l'hétérogénéité des modèles, c'est parfaitement acceptable de vivre avec des modèles qui sont contradictoires l'un l'autre, à condition qu'on sache où se situent les contradictions. Alors un exemple de ça, chez un constructeur avionique qui fait des trains d'atterrissage, bon, je vous laisse imaginer qui, il y avait des discussions assez dures
entre les architectes système et les fiabilistes sur la définition de ce que c'était les phases de vol d'un avion. C'est important pour concevoir un train d'atterrissage, hein, les différentes phases de décollage, d'atterrissage et phases de vol. Ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Okay, alors, parce que les architectes, ils avaient besoin d'une définition, les fiabilistes, ils avaient besoin d'une autre définition, et les deux définitions étaient parfaitement valides dans leur domaine, mais bon, elles étaient pas alignées pour le coup. Alors, il y avait plusieurs solutions pour résoudre le problème. Hein. Une première solution, c'est que le chef tape du poing sur la table et dise bah, « voilà, ça c'est la bonne définition ». Mais ça marchait pour aucune des deux disciplines, évidemment. Et donc la solution, ça a été d'appliquer quelque chose qui ressemble à ça, même s'ils ne l'ont pas formalisé comme ça, mais qui était d'abstraire ce dont ils voulaient parler, et puis de se mettre d'accord sur les désaccords. C'est-à-dire de tracer les endroits où les deux types de définitions n'étaient pas alignés. Et une fois que c'est tracé, ben ok, on sait vivre avec. La vie, c'est faite de compromis. Voilà, c'est comme ça. Et donc, c'est des mécanismes qui sont parfaitement acceptables. Voilà, et ben, je vais terminer là-dessus. Il y a un micro qui peut circuler pour les questions. Y a-t-il des questions? Ici devant là. Merci pour cette présentation. J'ai une curiosité par rapport à vos différentes thèses d'un point de vue de standardisation et pour que les différents acteurs puissent, surtout industriels de différents rangs, puissent travailler ensemble. Laquelle de vos thèses devrait être plus poussée? En fait, ce n'est pas une question ouverte, mais en fait, concrètement, est-ce qu'il y a des activités de standardisation qui sont reliées à vos travaux par rapport à vos thèses? Et si, par exemple, sur une filière ou sur un écosystème, il faudrait plus pousser ce travail de standardisation et dans quelle instance internationale? Wow. En fait, est-ce que c'est relié à la standardisation en fait? Non, au jour d'aujourd'hui, non. C'est des travaux académiques. Hein. Alors, avec côté sûreté de fonctionnement, ce que j'essaye de faire depuis des années, c'est de pousser pour qu'il y ait des formats d'échange entre les différents logiciels qui permettent de faire de la sûreté de fonctionnement. Donc c'est un projet qui s'appelle projet OpenPSA, qui a pour objectif finalement de définir un standard, un langage standard d'échange entre les différents outils de sûreté de fonctionnement. Et la nouvelle version de ce standard est basée sur ces travaux-là. C'est-à-dire qu'elle prend comme mécanisme de structuration S2ML et puis elle donne des cadres d'application particuliers. Mais on est loin du compte, parce que ce n'est pas encore dans des organismes de certification, mais c'est pour dire le genre de choses qu'on pourrait faire, parce que faire ça permet vraiment déjà de définir des formats d'échange. Hein. Alors, des formats d'échange, il y en a pour l'ingénierie des exigences, par exemple, il y en a pour le PLM. Il y a des tas de formats d'échange qui deviennent des standards. Et je pense qu'il faut aller vers ça. Et précisément, le fait de définir des syntaxes précises aux différents formalismes de modélisation, même si on ne parle que de SysML, hein, ça me paraît une activité importante. Alors maintenant, est-ce que je mène cette activité? La réponse est non, parce que les jours ne font que 24 heures, et que je pense aussi que ce n'est pas aux académiques de mener ces activités, mais fondamentalement, je suis profondément convaincu que oui, il faut aller vers ça, c'est-à-dire, encore une fois, être sérieux sur ce que c'est qu'un modèle. Et une des façons d'être sérieux sur ce que c'est un modèle, c'est de définir des formats d'échange entre les différents logiciels pour s'assurer que le modèle qui a été traité par le logiciel A, il peut être traité par le logiciel B qui est supposé être de la même classe, quoi. Surtout pour pouvoir les maintenir sur différentes décennies. Bien sûr. Globalement, ouais. Internationalement. Est-ce que c'est à l'ISO que vous voyez mener ce travail? Alors oui, il y a des sous-comités de l'ISO, par exemple, qui s'occupent
de faire de la normalisation sur les modèles de sûreté de fonctionnement. Je vais parler des modèles de sûreté de fonctionnement. Par exemple, de normaliser ce que c'est qu'un arbre de défaillance, etc. Ça serait intéressant d'investir ces comités. Malheureusement, vous savez comme moi que ces comités, il y a du lobby, enfin, ils sont trustés par des lobbyistes, et en tant qu'universitaire, encore une fois, on se trouve assez vite désarmé, parce que quand on arrive avec une belle théorie ou des bonnes propositions théoriques et qu'en face de nous, on a 4 personnes qui sont là juste pour faire du lobbying, on se retrouve très vite coincé parce qu'une voix est une voix et la vôtre ne porte pas plus que celle des 4 personnes en question. Donc, mais oui, il y a des comités de standardisation de l'ISO dans lesquels on pourrait discuter, on devrait discuter de ça. Après, encore une fois, ouais. Mais oui, oui, absolument. Oui, merci pour la présentation, c'était très intéressant. Et justement, parce que vous avez un discours assez fort sur la partie UML, SysML, et beaucoup, évidemment, la communauté ingénierie des modèles n'est pas forcément très ouverte à ce type de critique. Oui, je sais. Comment est-ce que, du coup, ça se passe pour faire accepter ces idées-là dans ces communautés? Parce que vous dites que les modèles, c'est sérieux, mais d'une certaine manière, ça veut dire que ce qu'eux font, c'est pas forcément très sérieux. Et comment, d'un point de vue stratégique, comment vous pouvez penser à arriver à faire accepter ce type d'idées? Alors, c'est une bonne question, hein. Honnêtement, c'est une bonne question, et je pense que je ne suis pas le premier à me poser ce genre de questions, et certainement pas le dernier non plus. J'ai pas, très honnêtement, j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse. Ce que je me dis au jour d'aujourd'hui, c'est que mon job en tant que chercheur, voilà, du monde académique, c'est de définir les concepts. C'est ce que j'essaye de faire avec mon équipe du mieux possible, et de les définir et de montrer que ça marche en pratique. Parce que si on se contente de faire des maths, d'accord. En ce moment, par exemple, on fait de la théorie des catégories dans mon équipe, on est très content. Bon, voilà, parfait, ok. Ça, on a de quoi s'occuper, hein. Donc de les mettre en pratique, et une des façons de les mettre en pratique, c'est de créer des outils de modélisation, de montrer qu'ils marchent, qui sont plus performants que les outils existants. Donc, par exemple, sur les moteurs de calcul pour les logiciels de sûreté de fonctionnement, j'ai fait un logiciel qui s'appelle XFTA, qui est le logiciel le plus puissant qui existe aujourd'hui. Voilà. Donc, comme ça, au moins, on montre qu'on sait faire des trucs, quoi. Voilà. En partant de concepts théoriques, on peut les rendre très pratiques, très opérationnels. De la même façon, Altarica 3.0, c'est le langage le plus puissant qui existe aujourd'hui dans sa classe, quoi. Voilà. Alors après, est-ce que ça suffit pour emporter l'adhésion? Au jour d'aujourd'hui, non. Clairement, non. Alors pourquoi? Pour des tas de raisons qui sont liées à la diffusion de la connaissance, aux intérêts économiques, etc., etc. Mais ça, voilà, la conduite du changement, c'est quelque chose de difficile, hein. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas suffisamment de gens qui... on n'a pas une force de frappe suffisante sur ces sujets, quoi. C'est clair. C'est clair. C'est-à-dire que quand... alors, ça fait 2 ans de suite là, que je suis invité à donner une conférence invitée à l'INCOSI, par exemple. Hein. J'essaye de faire passer le message, quoi. Donc, chaque fois que j'en parle, les gens me regardent avec attention et bienveillance. Ça ne veut pas dire qu'ils changent leur façon de faire, hein, mais simplement, voilà, on essaye de faire progresser les choses en allant parler dans les instances qui vont bien, aux endroits qui vont bien, mais le problème reste le même. Et puis encore une fois, il faut accepter que les choses prennent du temps, hein. Voilà, je veux dire, moi j'étais jeune à une époque où on pensait qu'on allait changer le monde.
Bon. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le projet de révolution a pris un peu de retard. Mais bon. Non, voilà, c'est-à-dire que je crois qu'il faut accepter ça. Le job des scientifiques, et je pense qu'on est tous des scientifiques dans cette salle, c'est de faire correctement le boulot pour lequel ils sont socialement, enfin leur boulot pour lequel ils sont socialement payés, c'est-à-dire de développer les bons concepts, de prouver que ça marche. Et puis après, en Norvège, il y a un gars de Statoil, qui est la grande compagnie d'extraction pétrolière, la norvégienne, qui m'a dit, finalement, le rôle des chercheurs ou des académiques, c'est de prendre l'argent et d'en faire des idées. Et le rôle des industriels, c'est de prendre des idées et d'en faire de l'argent. Et voilà, c'est chacun son rôle, quoi. Donc, moi, j'essaye de faire progresser les idées. J'ai pas de solution, j'ai pas de solution politique au-delà. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation qui est très claire. Avant que je pose ma question, je pense qu'il est important de dire que je ne suis pas du tout du domaine. Je discute pas mal avec mes collègues pour essayer d'apprendre un petit peu certaines choses. Par contre, il y a un volet qui a attiré mon attention, qui est venu dans votre présentation que vers la fin. Et c'est un volet qui m'intéresse beaucoup parce que je travaille beaucoup dessus. Et vous l'avez bien mentionné, même si c'est un passage assez furtif, c'était la complexité des modèles. Je pense qu'avant tout, le problème qu'on a tous aujourd'hui, c'est qu'on est face à des situations réelles, à des problèmes réels, que ça vient de Safran ou d'Airbus ou autre. On a des problèmes complexes et on a une explosion combinatoire assez rapide et on l'aperçoit rapidement. Et la question qu'on se pose tous, c'est comment résoudre ce type de problème-là assez rapidement, si on peut. Vous avez mentionné les approches exactes, mais vous avez tout de suite dit on écarte parce que ça ne répond pas aux besoins. Et puis, vous avez aussi dit que dans Alteraca 3, si je ne me trompe pas, vous avez des heuristiques. Tout ça, pour moi, c'est des mots-clés qui font tout de suite tilt. Le problème que l'on a aujourd'hui face à des problèmes souvent, comme vous dites, NP complet ou NP HAL, voilà. La question, c'est la convergence. Donc j'ai attendu un petit peu, pratiquement 3/4 de votre exposé pour savoir elle est où cette partie, parce qu'on ne peut pas dire que comment on peut juger un modèle est meilleur qu'un autre si on ne discute pas de la convergence de ces modèles-là ou en tout cas du résultat fourni, de la qualité du résultat fourni. Et à un moment, vous dites que dans Alteraca 3, vous utilisez des algorithmes heuristiques. Oui. Et puis à un moment, vous avez dit également qu'on ne peut pas garantir un petit peu la qualité de ces solutions-là. Oui. Pour moi, tout ça, c'est quand vous vous adressez à un EDF et vous lui parlez de ces centrales nucléaires, le petit gap fourni par votre heuristique que vous avez mis dans Open Alteraca ou Alteraca 3, est-ce qu'il n'est pas assez, on va dire, l'effet de ce gap-là, ne serait-ce que 0,001% par rapport à l'optimum pour un EDF, pour une centrale nucléaire EDF, est-ce que ce n'est pas assez critique aux yeux du EDF, ne serait-ce que sur le plan financier, mais aussi sur les risques qui sont derrière, voir ce que s'est passé, par exemple, à Fukushima, etc. etc. Ça, c'est juste un exemple, bien évidemment, pour un petit peu illustrer mon propos qui est profondément théorique, en fait. Oui, oui. Alors, il y a plusieurs échelles de réponse. Hein. Évidemment, c'est une question parfaitement pertinente, parfaitement, je veux dire, actuelle. Voilà. Donc, la première réponse, c'est que tout le monde, dans le domaine de la sûreté de fonctionnement, tout le monde fait des abstractions et des approximations. Tout le monde. Si je peux me permettre, c'est pas une raison pour laquelle, en fait, on va y faire un peu comme tout le monde. Non, d'accord. Mais donc la question, c'est finalement de comparer les approximations les unes par rapport aux autres. Et oui. La question n'est pas là. Je suis désolé. Il ne s'agit pas, parce que vous avez parlé de comparaison de modèles. Sur une autre question, moi je dirais pourquoi pas fédération de modèles plutôt. Ça, c'est ce que vous voulez. La question, c'est de ne pas comparer des heuristiques entre elles,
Mais c'est se comparer à quelque chose qui est rationnel, qui est l'optimum, qui est l'exact. Alors, notamment si le calcul peut se faire de manière offline, pourquoi pas ne pas se permettre, pourquoi ne pas attendre 24 heures, un mois de calcul, et on a quelque chose qui est le référent, le benchmark. Ensuite, on va comparer par rapport à ce benchmark. Alors, je vais répondre sur ça, parce que ça, c'était la deuxième partie de ma réponse. Malheureusement, sur ces problèmes-là, alors, sur des petits systèmes, on est capable de faire des calculs exacts. Donc ça, c'est une approche méthodologique, c'est-à-dire qu'on vérifie que sur les systèmes sur lesquels on est capable de faire des calculs exacts, les différentes approches de calcul, les différentes heuristiques qu'on met en place donnent les mêmes résultats, ou des résultats qui sont différents, mais de manière acceptable, suivant des seuils à déterminer. Alors ça, bien sûr, on le fait, d'un point de vue méthodologique. Donc on a tout un tas de techniques pour tester dans différentes configurations sur lesquelles on a des résultats exacts, les différentes heuristiques qu'on met en place. Maintenant, le problème, ce n'est pas de faire des calculs offline, parce que précisément, on est sur des... Bien sûr qu'on peut faire des calculs, mais offline. Bien sûr qu'on en fait. La plupart des calculs dont je parle, ce n'est pas des calculs dont on obtient le résultat en rentrant sur Return, et puis on va boire un café, puis quand on revient, le résultat du calcul est là. Ces calculs-là, c'est des calculs qui demandent des heures et des heures et des heures et des heures de calcul. Donc, quelque part, c'est des calculs offline. C'est vraiment des calculs offline. La question, c'est que l'explosion combinatoire, elle est telle que avec les technologies dont on dispose, pour faire des calculs exacts sur les modèles dont on parle, ça prendrait une éternité, littéralement. Parce qu'on est sur des phénomènes d'explosion combinatoire, c'est-à-dire où le nombre de calculs qu'il faut faire pour obtenir un résultat sur un modèle de taille n, c'est en gros 2 puissance n, ou une fraction significative de 2 puissance n. Et ça, on sait très bien que quand n est un peu gros, c'est juste pas possible. Je veux dire, les modèles, vous parliez des modèles de sûreté nucléaire. Bon, les modèles de sûreté nucléaire aujourd'hui, c'est des modèles qui prennent en compte entre 1500, sur les centrales nucléaires, à peu près partout dans le monde, entre 1500 et 2000 événements de base. Donc la complexité de ces modèles, c'est, si on voulait faire un calcul exact, c'est de l'ordre de 2 puissance 1500. Voilà. Sachant qu'on est là à des dimensions qui sont très, 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 très supérieures au nombre d'atomes dans l'univers. D'accord? Donc, le nombre d'atomes dans l'univers, il est à peu près approximé à 10 puissance 4, entre 10 puissance 90 et 10 puissance 100. D'accord? Là, on est à des choses qui sont, des exponentielles plus importantes. Donc, on a des méthodologies pour essayer de vérifier que les heuristiques qu'on a mises en place se comportent à peu près correctement. Mais cela dit, ça ne résout pas le problème, au sens où on est toujours face à cette bounded rationality, c'est-à-dire au fait que la vraie question qui se pose, c'est pas comment obtenir le résultat exact, parce que ça, on sait qu'on n'y arrivera pas. La vraie question qui se pose, c'est, OK, j'ai des ressources de calcul limitées. Comment j'utilise au mieux ces ressources de calcul pour obtenir le résultat le plus exact possible? Et c'est ça la vraie question qui se pose dans ces domaines-là. C'est-à-dire que quel est le bon niveau d'abstraction qui, compte tenu des ressources dont je dispose, me permet d'obtenir les informations les plus utiles possibles sur mon système. Et d'ailleurs, c'est ça que dit Herbert Simon, dans un cadre complètement différent, puisque lui, il parle de rationalité des agents économiques, ou administratifs, dans certains de ses livres. Mais c'est bien de ça dont il s'agit. C'est-à-dire que la vraie question d'ingénierie qui se pose aujourd'hui, c'est comment on réalise les modèles et les expériences virtuelles qui vont bien sur ces modèles pour tirer le maximum d'informations qu'on peut, le maximum d'informations pertinentes de ces modèles. Et c'est ça, d'un point de vue algorithmique, le travail auquel on s'attelle dans mon équipe. C'est-à-dire, on essaye de définir les heuristiques qui utilisent au mieux
les ressources de calcul dont on dispose, sachant qu'elles sont limitées. Sans vouloir monopoliser la parole, moi, ma seule inquiétude sur l'usage des heuristiques, c'est qu'il n'y a aucun facteur de, comment dire, de garantie sur la convergence des algorithmes que vous employez et les risques qui sont derrière face à des scénarios différents, que ça vienne de Safran ou autre, peuvent être très très critiques. C'est juste ça. En fait. On est parfaitement d'accord. On est parfaitement d'accord sur ce point. Bonjour Antoine, merci pour ta présentation. Alors, peut-être pour simplifier ma remarque, Antoine, tu peux nous remettre le transparent où tu avais UML 6ML? Tout au début. Et c'est pour, si tu me le permets, apporter un petit complément à la question qui était juste avant. En particulier, de savoir un petit peu comment on peut voir un petit peu améliorer les choses autour de 6ML. Alors, je crois que tu penses avoir deviné sur l'élément que je vais insister. C'est que si on voulait... Je travaille avec Antoine, hein, on a des thésards ensemble, donc je sais ce qu'il y a dans S2ML et je sais ce qui me manque dans 6ML qui serait très bien pour permettre de pouvoir en profiter. C'est que à travers UML et 6ML, ils ont des modèles communs. En UML, quelque chose qui est très sympa pour modéliser, on fait un IRAM de classe. Et puis quand on l'explique, quand on rentre dans les détails, on fait un IRAM d'instance. D'accord? Maintenant, 6ML. Si vous pouvez faire quelque chose pour 6ML, essayez de faire revenir un diagramme d'instance. Et vous verrez que les gens vont pouvoir l'utiliser. Parce que j'enseigne 6ML à mes élèves. Je suis enseignant-chercheur. La grosse difficulté qu'ont les gens en entreprise, c'est qu'ils veulent pouvoir stocker des données de certaines instances d'éléments. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mettre dans des valeurs qui leur sont possibles. Et c'est souvent la valeur par défaut. C'est le seul endroit dans les outils où on peut mettre une donnée. La donnée d'une instance particulière. Et si vous regardez l'ensemble des modèles qui sont faits, chaque fois qu'on veut les exploiter par la suite, en gros, il faudra un diagramme d'instance. Alors, il y a certains ateliers qui le proposent. Moi, je sais qu'actuellement, je travaille avec Magic Draw. Magic Draw propose pour 6ML une petite extension. Ils font des modèles d'instance de modèles 6ML. Et pour communiquer, pour transmettre, c'est vraiment une force. Donc, si un chantier possible, c'est pouvoir mettre ça en place parce que ça permet de faire progresser. Et c'est quelque chose qui est utilisé dans S2ML au moment où on fait de la modélisation générale, puis après, on va s'intéresser à une modélisation pour faire une expérience virtuelle. Et l'expérience virtuelle, on ne la fait pas sur une généralité de modèle, on la fait sur une instance d'une modélisation avec des données techniques à un endroit. Et c'est ce qui fait la force pour moi de S2ML pour cette partie architecture. En fait, je vais rebondir par rapport à ce que vous dites et aussi par rapport à ce que j'ai, moi, pu expérimenter. Donc, il y a déjà, je rebondis sur le semi-formal models. Et tout à l'heure, vous disiez que c'était un peu équivalent modèle informel. Bon, les aficionados du ML vont dire que non, parce que semi-formal, c'est plutôt dans le sens où il y a pas mal de points de variation sémantique qui doivent être définis par les domaines d'application, qui doivent être résolus plutôt par les domaines d'application. Donc c'est en ça où ils vont se défendre en disant que c'est un modèle semi-formel. Oui, moi je parle aujourd'hui, je pense que si on essaye de caractériser, encore une fois, d'un point de vue scientifique, la situation, on est face à des notations standardisées, d'accord, et dans ma bouche, semi-formel n'est pas une critique. Non, encore une fois, parce que je pense que ces modèles-là sont absolument essentiels. Tout à fait d'accord, mais ce n'est pas à mettre au même niveau que le modèle informel. Ce n'est pas synonyme. Non, mais ça dépend. Encore une fois, c'est parce que informel, on a un problème de... parce que informel, dans la vie de tous les jours, ça a une connotation qui est quand même un petit peu négative. Oublie cette connotation négative, d'accord? Oublie-la. Et prends juste la définition que j'ai essayé de donner ici.
D'accord? C'est-à-dire qu'on a d'un côté des modèles qui ont une pragmatique, c'est-à-dire dont le sens réel est défini vis-à-vis d'un système externe au modèle. Okay, c'est ça la définition de la pragmatique en linguistique. D'accord? Et puis, des modèles qui ont une sémantique formelle, c'est-à-dire qui sont, en dernière analyse, des codages d'ensemble d'équations d'un certain type. Et pour moi, encore une fois, il n'y a pas l'ombre d'une critique ou d'une... quand je dis informel, il ne faut pas le prendre comme une critique du fait que ça ne soit pas formel, parce que ça serait ridicule de faire de l'architecture... Enfin, je veux dire, on peut essayer de faire de l'architecture système de manière complètement formelle. Il y a des gens qui s'y sont essayés. Finalement, si on regarde la méthode B pour le logiciel, c'est un essai comme ça. Et puis si on regarde Event B, bon, on pourrait se dire, pourquoi pas utiliser ça? Mais on tombe... Un des intérêts de ces modèles avec une pragmatique, c'est précisément qu'on peut laisser de manière implicite tout un tas de connaissances, parce que ce n'est pas la peine de la mettre dans le modèle, dans la mesure où elle est dans la tête des parties prenantes. Mais pas que, parce qu'au niveau système, le fait de laisser une sémantique plutôt informelle, ça laisse quand même quelques marges de liberté au niveau de ce qu'on peut décider. Absolument, absolument, absolument. Contrairement à ce qu'on peut un langage formel, ça cadre beaucoup plus. Absolument. Absolument. C'est pour ça, encore une fois, qu'il ne faut pas prendre... c'est difficile parce que tous les mots sont des pièges. Hein, et on y met une connotation avec une valeur morale, en quelque sorte. Mais moi, j'essaye d'avoir une attitude complètement scientifique vis-à-vis de ça. C'est-à-dire, je ne peux pas me détacher de qui je suis, de ma morale, de mon éthique, etc. Mais il n'empêche que quand je dis informel, ce n'est pas pour critiquer le fait qu'il ne soit pas formel, c'est juste pour dire qu'il s'agit de modèles qui ont une pragmatique et pas une sémantique. Voilà. Donc, si on est d'accord sur cette terminologie-là, alors... Pour terminer, je ne vais pas monopoliser non plus, sur la partie structurelle, justement. Alors, j'ai aussi expérimenté, j'ai travaillé dans un grand groupe il n'y a pas si longtemps, qui a un autre outil de modélisation dont je tairai le nom. Et donc, j'ai juste fait des diagrammes de composants que j'ai diffusés à pas mal d'ingénieurs dans différentes divisions. J'aurais juste demandé que ce que vous comprenez. Évidemment, personne ne comprenait la même chose. Oui. Effectivement, par exemple, si un composant avec plusieurs ports d'entrée, chacun pouvait imaginer que le composant était activé s'il y avait une donnée présente dans un port, ou il fallait que tous les ports présentent une donnée, que s'il produisait une donnée que le composant suivant n'était pas capable de consommer, il était perdu, d'autres, il était fifauté, etc. Donc, alors, ça, c'est très, très spécifique au métier. Et espérer donner, même sur ça, une sorte de cadre partagé, je pense que c'est aussi peine perdue. Oui, mais on peut quand même essayer d'améliorer les choses. D'accord? Et c'est ça, finalement, tout ce qu'on essaye de faire. Alors, moi, je ne connais pas tous les cadres, loin de là. Hein, je veux dire, j'essaye de travailler dans le cadre dans lequel je suis, qui est plutôt l'architecture système, la sûreté de fonctionnement, de réfléchir d'un point de vue théorique sur typiquement qu'est-ce que c'est les mécanismes de structuration. Il n'empêche que je suis parfaitement d'accord avec toi. Il reste... Quand on parle de modèles avec une pragmatique, ben précisément comme c'est des modèles dont le sens fait référence à des objets externes, ben il y a forcément un mécanisme d'interprétation cognitive entre le modèle et voilà. Et donc, mais il faut vivre avec. Alors, on peut essayer de réduire la marge d'incertitude. C'est d'ailleurs pour ça qu'on utilise des modèles plutôt que du texte. C'est que les modèles réduisent la marge d'incertitude, finalement. Mais bien sûr, il n'y a pas de solution universelle, parce que la solution universelle consisterait à tout préciser, mais précisément, on tomberait de Carib en Scylla, quoi. Et donc, c'est précisément ce qu'on veut éviter de faire. Oui, pour une petite question, si tu peux reprendre le slide, justement, avec SysML, mais c'est essentiellement pour se focaliser sur la partie droite. Donc en fait, si on regarde la partie, en fait, la thématique, c'est un peu de favoriser en fait la collaboration entre des équipes disciplinaires sur la partie fonctionnelle et dysfonctionnelle. Donc si on regarde là, on s'était concentré sur la partie SysML, mais on peut peut-être se concentrer sur la partie de gauche, c'est-à-dire les outils qui sont utilisés comme outils référents pour la simulation fonctionnelle. Donc je pense à MATLAB, entre autres, Labview et autres. Oui. Voilà.
Donc en fait, il y a une évolution sur ces outils. Avant, c'était essentiellement des langages. Tout le monde a connu MATLAB et a utilisé MATLAB. Après, on est monté sur Simulink, avec des approches plus formalistes, on va dire, automaticiens. Et puis récemment, donc, il y a tout un tas de modules qui ont été développés, que ce soit au niveau SCED ou au niveau de Simulink, sur des approches plus approches composants, donc à causal, un peu comme Modelica, et la possibilité donc de sauvegarder ces composants et d'avoir une représentation d'architecture système avec la représentation des composants et des équipements. Donc là, il y a une nouvelle approche donc, que tu connais aussi, qui est d'utiliser ces outils qui sont, comme tu l'as précisé tout à l'heure, des outils basés sur des équations algébriques et différentielles, mais cette fois d'utiliser des possibilités, donc des d'event-driven simulation, donc de prendre des possibilités de simulation on va dire, discrète d'événements, et non plus d'avoir cette simulation continue associée à ces outils. On peut rajouter LabVIEW, entre autres, dans le panel associé. Et il y a une tendance maintenant de dire pourquoi pas utiliser ces outils. Donc on n'a plus le problème de langage et de non-formalisme qu'on a évoqué tout à l'heure, mais la possibilité d'utiliser directement ces outils pour faire des études de sûreté de fonctionnement, dans le cadre de HUMS, entre autres, des techniques de HUMS. Qu'est-ce que tu penses de ces évolutions? Je sais que quand on était à Dassault Systèmes ensemble, on essayait de faire évoluer le langage Modelica. Donc sur la 3.4, il y a cet aspect Event-Driven Simulation. Qu'est-ce que tu penses de ces évolutions et de ces approches? Alors, la question est un peu technique, je peux y répondre. Alors, tu as dit deux choses qui sont différentes, c'est-à-dire qu'il y a un aspect avoir des approches plus composants, réutilisables dans ce type de formalisation, de type Simulink, mais qui existe depuis le début, et finalement... un langage comme Modelica, c'est un langage orienté objet avec tout un tas de caractéristiques des langages orientés objet extrêmement intéressantes, même si malheureusement il y a des problèmes quand même dans un certain nombre de définitions, mais malgré tout, c'est ceux qui sont allés parmi les plus loin dans l'utilisation de la théorie des langages orientés objet pour faire un langage de modélisation. Donc ça, évidemment, c'est typiquement une partie que S2ML adresse. Donc, c'est-à-dire que ma conviction profonde, c'est qu'il faut réfléchir sur les mécanismes de réutilisation de bouts de logiciels, de bouts de modèles. Et donc, ces mécanismes de réutilisation, c'est typiquement des mécanismes de structure. Ils s'appuient sur des mécanismes de structuration qu'on va trouver dans S2ML. Donc ça, c'est une première partie à ta question. Et il y a une deuxième partie qui est radicalement différente, qui est pas au niveau des structures et de la modélisation, mais qui est au niveau des descriptions comportementales. Alors, la réalité par rapport à ça, aujourd'hui, il y a... J'ai pas de tableau, mais c'est pas grave. Il y a deux approches qui sont pas encore réconciliables. En gros, pour la faire courte, il y a une approche qui vient du monde des équations différentielles et qui consiste à mettre dans le monde des équations différentielles un peu d'événementiel. Donc en gros, on a des gros systèmes d'équations différentielles et puis quelques transitions entre ces systèmes sur des phénomènes de seuil ou des choses comme ça. Mais ça reste limité au jour d'aujourd'hui, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à partir du moment où on met un événement, c'est-à-dire où on met une transition, on change de système d'équations différentielles. On n'est plus dans le même système d'équations différentielles. Donc ces ajouts qui ont été faits dans Modelica, par exemple, ils consistent à prendre en gros des gros systèmes d'équations différentielles et puis quelques gros systèmes d'équations différentielles et à définir des petites transitions entre ces gros systèmes d'équations différentielles. Donc ça, c'est une première approche. Moi, ma conviction, c'est que, je l'ai dit au début, c'est que ça, c'est pas suffisant pour la sûreté de fonctionnement. Parce que dans la sûreté de fonctionnement, on se retrouve dans la situation inverse, qui est plutôt celle qu'on poursuit avec Altarica, où on a énormément de transitions, énormément d'états possibles, et à l'intérieur de chaque état, des tout petits systèmes d'équations différentielles. Et donc, typiquement, dans les modèles de sûreté de fonctionnement, quand on définit une probabilité,
En réalité, cette probabilité, on ne définit pas une probabilité d'un événement, on définit une distribution de temps sur le temps de cette probabilité, c'est-à-dire en fait on définit une équation différentielle qui donne la densité de probabilité de l'événement, mais le système d'équations différentielles qui régit un des événements parmi les centaines qu'il y a dans le modèle, c'est une toute petite équation différentielle. Donc ce qu'on est en train d'essayer de voir, c'est typiquement comment intégrer un peu plus que ça, mais c'est une approche qui est une approche orthogonale, et au jour d'aujourd'hui, je ne crois pas que les deux approches soient réconciliables, et je ne crois pas que l'approche de rajouter quelques états dans des modèles d'équations différentielles suffise de quelque façon que ce soit pour faire de la sûreté de fonctionnement. Là, c'est un point de vue. Non, c'est pas un point de vue, c'est... la simulation hybride, c'est-à-dire la possibilité de déclencher suite à des effets de seuil d'autres modèles. Oui. Par contre, la deuxième... Je m'excuse, je repasse le micro, mais on va être obligé de clôturer vraiment parce que la salle doit être rendue. Oui, pardon. Oui, ce que tu indiquais, c'est ce qu'on appelle la simulation hybride, c'est-à-dire des déclenchements sur des seuils et des transitions, et bien sûr, modélisés à partir d'événements et d'automates réduits. Mais par contre, il y a une deuxième approche aussi vis-à-vis de ces éditeurs, que ce soit MathWorks ou ANSYS ou STRL, c'est de dire... essayer de représenter cette collaboration entre deux disciplines, la partie fonctionnelle, performance, et la partie safety, et d'avoir un point de vue différent, c'est-à-dire d'avoir les mêmes composants, et au sein de ces composants, avoir soit des équations algébriques et différentielles qui font le calcul de performance, et quand on va faire un calcul de safety, donc safety analysis, on a un autre réseau, donc stochastique éventuellement, pour faire des études de sûreté de fonctionnement. Donc ce n'est pas deux réseaux qui collaborent entre eux, comme la simulation hybride que tu évoquais là, mais réellement deux réseaux indépendants. Je ne vais pas remettre le transparent, mais pour conclure, ça suppose... ça peut avoir un intérêt, hein, mais ça suppose que les modèles seront au même niveau d'abstraction, pour qu'on puisse les découper de la même façon. Donc ça suppose que sont au même niveau d'abstraction et qu'on ait les mêmes besoins du point de vue des expériences virtuelles pour faire de la simulation comportementale à type équation différentielle, enfin de la simulation multiphysique pour la faire courte, et pour faire de la sûreté de fonctionnement. Et ben moi je crois que ça c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, c'est pas possible pour des raisons théoriques profondes, encore une fois, sur l'hétérogénéité des modèles. Alors, je dis pas que c'est pas des solutions qui, de manière intermédiaire, de temps en temps, peuvent être utiles. Si on peut aller vers ça, c'est vachement bien. Mais le vrai cadre sur lequel il faut se placer, si on veut être raisonnable, c'est d'accepter l'hétérogénéité des modèles, une fois pour toutes, et de se donner les moyens de gérer cette hétérogénéité. Et c'est bien pour ça qu'on fait de la synchronisation de modèles, hein, c'est la thèse que Anthony va soutenir bientôt, qu'on fait de la synchronisation de modèles, c'est précisément pour gérer cette hétérogénéité et d'accepter cette hétérogénéité, parce que toutes les démarches qui consistent à dire on va avoir un modèle unique, même une structure de modèle unique, toutes ces démarches sont vouées à l'échec, et pas seulement pour des raisons scientifiques, mais aussi pour des raisons organisationnelles. Et la raison, elle est très simple. Alors, il y a des raisons scientifiques, mathématiques profondes, mais il y a aussi des raisons organisationnelles. C'est que si tu vas expliquer aux fiabilistes qui doivent utiliser le modèle des gens qui font de la simulation comportementale, ils vont t'envoyer paître. Et ils auront bien raison, pour des raisons de pouvoir dans l'entreprise. Bien. Sur ces bonnes paroles, je remercie encore Antoine.